J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Dominique Labbé et Maryse Legault de Humanware, puisque nous allons entamer avec eux une session en réalité de 4 interventions, par souci d'efficacité et aussi parce qu'encore une fois, le temps passe à une vitesse folle. On prendra l'ensemble des questions à la fin des 4 présentations. Donc, on aura par ordre de passage Humanware qui va nous présenter sa nouvelle génération de bloc-notes braille BIX. Ensuite, Eurobraille qui viendra nous présenter le Binote. Ensuite, Inside Vision qui viendra nous présenter la version 3 de leur Inside One. Et enfin, pour terminer, Access Solutions qui viendra présenter les évolutions dans la gamme HelpTech qu'ils distribuent. Donc, sans plus tarder, Dominique Labbé, Maryse Legault, bonjour. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est avec plaisir qu'on est ici ce matin. Donc, je vais faire la présentation. Maryse est avec moi, va permettre de répondre à des questions lorsqu'il y en aura. Fernando le mentionné, on répondra aux questions à la fin des différentes présentations de mes compétiteurs. Donc, je vous souhaite une belle présentation. Aujourd'hui, pour nous, ce qu'on veut vous présenter, c'est notre nouvelle gamme d'afficheurs Braille, les Brilliant BIX. C'est une gamme d'afficheurs Braille intelligents et connectés. Pour ceux qui ne voient pas, là, j'ai une présentation, mais je vais essayer bien sûr d'être très descriptif. Donc, le support visuel est là en second, mais n'est pas essentiel à suivre ce que je vais présenter. Qu'est-ce que c'est la famille Brilliant BIX? C'est notre première gamme d'afficheurs braille intelligents qui va notamment offrir un accès à certaines bibliothèques en ligne. Cette famille se décline en deux modèles, le BI 40, 40 pour 40 cellules, et le Brilliant BI 20X, encore là pour 20 cellules. Donc, le premier, c'est le 40 BI 40X. C'est un lecteur à 40 cellules qui est conçu avec la connectivité et la productivité en tête. C'est le premier afficheur braille, en tout cas à notre connaissance, à adopter la technologie Bluetooth 5 pour une meilleure connectivité Bluetooth. Deuxième modèle, le BI20X, on l'a mentionné, un appareil beaucoup plus portatif, donc notamment par le nombre de cellules. C'est un outil qu'on voit très bien pour les gens qui sont en déplacement, les gens qui assistent à des cours, qui assistent à des rencontres. Donc, et c'est aussi, on le croit, là, pour les gens qui sont introduits au braille, donc comme premier produit. Les deux afficheurs que je vous présente vont comporter la gamme d'applications d'accessibilité, une gamme phare pour nous qu'on appelle KeySoftLite. Donc, c'est un concept d'accessibilité qu'on veut utiliser sur l'ensemble de nos produits Braille. Ce qu'on veut, c'est créer une expérience complète. Pour nous, cette nouvelle gamme-là, c'est le début d'un écosystème complet pour notre technologie de braille. Je l'ai mentionné, KeySoftLite, qui est une interface intuitive qui réutilise les principaux concepts des applications Keysoft que certains d'entre vous avaient connus, Braille Note Touch, Apex. Enfin, on a une série de produits. Nous faisons du braille depuis très longtemps. On veut assurer une expérience constante pour les usagers entre différents produits. Donc, on veut que la transition, les besoins des gens évoluent. Les gens doivent, après quelques années, passer à un autre produit. On veut que les gens se reconnaissent. On veut que les gens fassent cette transition-là de façon assez intuitive et efficace. On veut que si je passe d'un BI 20 à un BI 40, parce que j'ai quitté l'école, je suis dans un milieu professionnel, j'ai besoin d'une plage plus grande, que ce passage-là soit facile et réduire autant que possible la courbe d'apprentissage. Finalement, on veut que tout le monde ait une excellente expérience, indépendamment du produit de notre gamme que vous choisissez. Un petit peu de technique, évidemment, je suis ingénieur logiciel de formation, donc je voulais présenter un peu de spécifications. Donc, le BI40, c'est quoi? Un appareil Bluetooth 5 avec les Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, 32 gigaoctets de mémoire interne. On mentionnait il y a quelques instants un clavier Perkins, donc le clavier braille qu'on réutilise. On le fait très, très ergonomique. Évidemment, on se doute bien que les gens vont l'utiliser de façon assez intensive. Donc, on voulait vraiment maximiser et c'est difficile à décrire sans que les gens puissent le toucher, mais la forme des touches, leur position des touches Perkins, on a vraiment fait un bon travail d'analyse, de validation avec les usagers pour trouver le clavier qu'on considère, nous, le plus ergonomique possible. Évidemment, on combine ça avec des cellules braille, de très haute qualité. Nos curseurs éclairs qui permettent de se positionner dans le texte sont toujours présents. Dans le cas du BI 40, des touches de commande et pour un usage futur, présence de microphone et d'haut-parleurs stéréo, donc qui vont nous permettre d'offrir du contenu audio en support au braille au cours des prochaines mises à jour. Évidemment, on retrouve aussi les touches de façade qui permettent de se déplacer rapidement dans l'appareil, dans le texte, dans un menu. On trouve aussi
le bouton d'accueil qui permet en tout temps de revenir au menu principal. Au niveau de la connectivité par fil, clé USB peut être supportée au niveau du USB-A, mais aussi un USB-C qui sert évidemment à la recharge, au branchement au PC, que ce soit pour une revue d'écran ou pour transférer du contenu. Donc, très intéressant. Rapidement, au niveau du BI-20X, modèle plus portatif, plus abordable, évidemment, en raison du nombre de plus petits de cellules braille, évidemment. Mémoire de 16 gigaoctets, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4 GHz. On retrouve sensiblement le même genre de fonctionnalité, curseur éclair, etc. Différence, évidemment, le microphone n'est pas intégré et on n'a pas les touches de commande. Pour le reste, c'est sensiblement la même chose. J'ai mentionné qu'Isoflight, pour nous, c'est très important. C'est l'utilisation de l'appareil. On veut que les gens puissent profiter. Évidemment, c'est un peu sous-jacent, donc je le mentionne. On a deux types de fonctionnalités dans l'appareil. On a le mode terminal que vous connaissez tous, donc l'habilité à se connecter à une revue d'écran, que ce soit Jazz ou que ce soit NVIDIA sur PC. Que ce soit VoiceOver sur iOS ou sur un Mac. Et on a aussi des applications intelligentes autonomes. Donc, les gens peuvent, et je donne un exemple très précis, un professionnel, un étudiant, va pouvoir travailler sur son ordinateur et va pouvoir, s'il doit assister à un cours, assister à une rencontre, simplement apporter simplement l'appareil portatif pour prendre des notes et utiliser cette fonction-là en mode autonome plutôt que d'amener et l'ordinateur et l'afficheur qui, évidemment, là, peut être une contrainte si on combine ça avec un chien guide ou une canne blanche. Donc, on simplifie l'appareil très portatif, notamment le vin se place bien dans une poche ou dans un sac. Donc, ce qu'on a ajouté, évidemment, c'est une série d'applications. Donc, l'afficheur braille devient intelligent d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il offre des fonctionnalités en mode autonome. On retrouve ce qu'on appelle l'éditeur Keypad, qui est notre marque de commerce, qui permet finalement d'éditer des documents docx, TXT, PDF et BRF et de sauvegarder ces documents-là en TXT et bientôt en BRF. Donc, prise de notes, comme je disais, dans des rencontres, dans un cours. On a aussi l'application Victor Reader, qui est bien connu, qui est notre lecteur de livres braille à ce moment-ci. Et rapidement, on va ajouter dans les prochaines mises à jour la lecture de livres audio aussi. On travaille très fort là-dessus. J'ai eu la chance de travailler avec un prototype très récemment, donc c'est très prometteur. Et on offre aussi, comme on a du Wi-Fi, l'accès à des bibliothèques en ligne. Pour le moment, on a un certain nombre de bibliothèques. On veut en ajouter d'autres, notamment les bibliothèques françaises. Donc, l'idée encore là, c'est d'être autonome avec l'appareil, donc en utilisant le clavier Perkins, de pouvoir faire une recherche dans une bibliothèque, télécharger le livre et évidemment le lire. Fonction terminale, mais j'en ai parlé, là, on veut couvrir l'ensemble. J'ai oublié Supernova tout à l'heure dans la liste que j'ai mentionnée, qui est, je crois, un peu plus connue en Europe que de ce côté-ci de l'Atlantique. Et finalement, support, bien, on a deux fonctionnalités là, intéressantes. Un gestionnaire de fichiers Keyfiles qui permet de structurer les fichiers, de renommer. Ce n'est pas essentiel, des gens vont l'utiliser simplement en mode régulier, d'autres préfèrent parce qu'ils ont plus de fichiers, parce qu'ils sont plus avancés comme usagers, gérer des répertoires, renommer des fichiers, etc. Et une calculatrice, principalement pour des opérations mathématiques de base. Donc, c'est l'ensemble des applications Keysoft qu'on appelle Lite, donc Keysoft-Lite. Et évidemment, on vise à offrir un peu plus, comme on disait, que les simples applications de terminal traditionnellement offertes sur ce genre d'appareil. Quelques points à retenir. La possibilité de se connecter jusqu'à 6 appareils, donc un appareil par câble USB et jusqu'à 5 appareils par Bluetooth. Typiquement, par exemple, je pourrais, comme usager, être connecté à mon PC, être connecté à mon téléphone et peut-être être connecté à une tablette. Et bon, je suis en train de travailler, j'entends un thème sonore sur mon téléphone, je vais pouvoir basculer sur le téléphone, aller consulter le message que je viens de recevoir. Notre objectif, c'est d'être compatible avec toutes les principales revues d'écran. Et pour ce faire, bien évidemment, on travaille avec les différents partenaires en question. On a aussi implémenté un nouveau protocole Braille qui est pour le moment uniquement chez Apple, mais qui devrait suivre partout, là, qui est un protocole HID, et on espère là, que les autres manufacturiers de revues d'écran, ce qui va rendre évidemment l'interopération des appareils beaucoup plus simple. Téléchargement de livres des différentes bibliothèques en ligne participantes et on a quelques projets notamment avec des bibliothèques françaises là, qui sont sur le point de démarrer. On veut vous rendre autonome, efficace, donc lecteur de livres, éditeur, je pense que ces deux fonctions là, en braille sont intéressantes, donc l'autonomie de ce côté-là sans besoin d'avoir le PC ou un autre appareil pour
pour faire ces choses-là. On offre la traduction braille directement dans l'appareil. Donc, exemple, je peux décider d'utiliser telle table de Duxbury dans telle langue, que ce soit le français qui est votre langue maternelle ou une langue étrangère pour laquelle vous êtes en apprentissage ou que vous la parlez, peu importe la raison, mais donc, on a une certaine gamme au niveau de Duxbury et les Bluey et on va donc permettre, par exemple, à un utilisateur d'entrer du texte avec une table braille en abrégé, comme on l'a mentionné, et de faire une sauvegarde en fichier TXT. Donc, je peux, comme usager, je pourrais écrire un fichier en braille abrégé et l'envoyer en TXT à un collègue qui est voyant, qui lui, évidemment, ne connaît pas le braille, mais verra le contenu en TXT en texte, comme on le voit là, pour les textes réguliers. La possibilité de réveiller votre appareil iOS à partir du Brilliant BIX. On peut copier beaucoup de choses. Donc, le PC, lorsqu'il est branché, on peut facilement connecter avec le PC et échanger du contenu là, par ce qu'on appelle le MTP, Media Transfer Protocol, là, qui permet de transférer du contenu. Mais ce n'est pas tout. Très rapidement, les fonctionnalités de TTS et d'audio text-to-speech, donc la voix de synthèse, vont être disponibles. Donc, en support et aussi pour offrir dans certaines bibliothèques pour aveugles, on a du contenu qui est disponible pour toutes sortes de raisons. Par exemple, tel livre ne serait disponible qu'en audio, donc les gens pourront décider de l'écouter en audio. Fonction text-to-speech va permettre de renforcer pour les jeunes qui apprennent donc l'audio qui renforce le braille, mais aussi pour certaines lectures de contenu où les gens veulent relaxer peut-être et les lire en audio. Donc, ça sera un choix pour l'usager pour un livre donné braille entre le braille ou l'audio. Et finalement, je termine là-dessus. J'ai principalement parlé du Brilliant BIX 20 et 40. Et on a aussi l'équivalent en mode clavier QWERTY ou AZERTY dans le cas du marché français ou QWERTZ dans le cas du marché allemand. Donc, c'est un afficheur braille à 40 cellules qui offre l'ensemble des fonctionnalités que je viens de mentionner, à l'exception de l'audio. Et cet appareil-là est aussi disponible. En conclusion, je vous remercie de l'écoute. Je veux simplement terminer en disant qu'on est très fiers là, chez HumanWare d'avoir préparé cette nouvelle gamme de produits braille, d'amener finalement l'afficheur braille à un autre niveau, c'est-à-dire qu'il va au-delà de son rôle simple de terminal simple. Donc, on lui ajoute des fonctionnalités et on pense avec ça, évidemment, qu'on augmente l'efficacité, la productivité des gens qui vont utiliser nos produits. Et évidemment, on espère bien là, que l'intérêt sera là pour ces produits qui vont être, bien sûr, développés et améliorés au cours des prochains mois, des prochaines années. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Je vais de ce pas, du coup, donner la parole à Jean-Martial Roux, Eurobraille. Donc, on traverse l'Atlantique et on revient à Paris, fabricant de matériel braille également. Jean-Martial, qu'est-ce que le Binote ? Bonjour à tous, Jean-Martial Roux, Société Eurobraille. Je viens effectivement aujourd'hui pour vous présenter notre dernier né plage braille de chez Eurobraille. Donc effectivement, le Binote, c'est notre nouvelle génération de plage braille. Alors, chez Eurobraille, on a toujours, depuis plus de 10 ans maintenant, avec l'ESI Savant, fait des plages braille avec des fonctions internes. Donc, on est complètement convaincu du bien fondé de ce que disaient nos collègues de chez HumanWare précédemment, puisque nous faisons ce genre de choses depuis des années maintenant. Donc, le Binote, c'est le remplaçant de l'ESIS. Nouvelle plage braille, donc en 20 caractères, le Binote 20, ou en 40 caractères, le Binote donc 40. Binote ou B-note, le B pour braille, c'est appareil braille pour prendre des notes. Donc, c'est bien une plage braille connectable, comme toute bonne plage braille, effectivement. Plage braille avec un port USB-C pour la connexion sur des ordinateurs, avec bien entendu l'utilisation des lecteurs d'écran NVIDIA, JAWS, Supernova. On peut aussi utiliser BRLTTY sous Linux, voire même, j'ai un trou, mais le logiciel de lecteur d'écran, la partie graphique de Linux. Orca. Merci Fernando, Orca effectivement. Donc USB-C pour la connexion à l'ordinateur ou un Bluetooth 5 points qui permettra de connecter 5 appareils en simultané, donc bien entendu tablette, smartphone, que ce soit iOS ou Android. On peut aussi bien entendu connecter un ordinateur en Bluetooth en utilisant NVIDIA, JAWS,
Supernova toujours. Voilà, donc pour la partie connexion, on a quelque chose qui fonctionne comme précédemment ESIS, c'est-à-dire avec une gestion totale du clavier Perkins. C'est-à-dire qu'on a réellement la possibilité d'utiliser le clavier Perkins pour faire toutes les fonctionnalités, pas seulement pour faire la saisie du texte, mais on peut aussi bien faire tous les raccourcis avec le clavier Perkins, donc les contrôles, les touches Windows plus quelque chose, grâce à notre gestion du clavier de type HID. Donc, en gros, notre clavier Perkins se substitue totalement au clavier AZERTY de l'ordinateur. Donc, pour la partie connexion, on a cette possibilité. Et bien entendu, chez Eurobraille, on a toujours mis des fonctions internes dans nos pages braille. Donc, le Binote va avoir comme nouveauté, c'est essentiellement le multidocument. Donc, possibilité d'ouvrir jusqu'à 4 documents à la fois, donc en simultané, avec possibilité, bien entendu, de faire des copier-coller d'un document à un autre. La gestion des marque-pages, des signés, pour se déplacer facilement dans le texte. Et la possibilité, dans un document, de faire une lecture vocale via une synthèse. Donc, les synthèses vocales donc, intégrées en différentes langues. Effectivement, quand on est fatigué de lire en braille, on a la possibilité de faire, une lecture vocale. Alors, la grosse nouveauté du Binote, que ce soit le 20 ou le 40, est aussi une nouveauté matérielle. On a des nouveaux curseurs routines. Donc, les curseurs routines sont d'une apparence classique, mais ont la particularité d'avoir 2 positions. Si on appuie légèrement sur le curseur routine, on a une première fonction qui va nous permettre d'avancer ou de reculer l'afficheur braille. Et si on appuie un petit peu plus fort, on va avoir un deuxième clic, on a un deuxième bouton qui nous permet en fait de valider comme un curseur routine classique. Donc, possibilité de faire la lecture ou de cliquer directement avec les curseurs routine. L'idée est de simplifier l'utilisation, enfin de simplifier la lecture d'un document, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où s'arrête mon doigt, j'ai la possibilité d'avancer la plage braille à l'endroit où mon doigt s'est arrêté et ainsi de gagner du temps au niveau de la lecture sans avoir besoin d'aller chercher une touche quelque part. Je n'ai plus qu'à faire ma lecture et cliquer directement au-dessus du dernier caractère où j'ai pu m'arrêter. Donc, que ce soit sur le 20 ou le 40, bien sûr, les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Dans l'idée, c'est le premier curseur routine permet de reculer l'afficheur braille et tous les autres curseurs routine permet d'avancer l'afficheur braille. Donc, sur la position clic, ce qu'on appelle le clic léger. Donc ça, c'est la première grosse particularité de notre nouvel appareil Binote. Une autre fonction que l'on a mis en place au niveau de l'ergonomie, on a cherché à avoir un appareil qui soit le plus facilement utilisable par l'ensemble des utilisateurs. Donc, on a un clavier Perkins ergonomique et qui a été longuement testé et étudié pour avoir la facilité de prise en main la plus efficace. Et on a 2 pavés de 4 touches de chaque côté de notre plage braille. Par défaut, le pavé de droite va nous permettre de faire les 4 flèches de direction. Au bas, de droite, gauche, de passer le curseur d'une ligne vers le haut, une ligne vers le bas, un caractère à gauche ou un caractère à droite. Le pavé de gauche, lui, va nous permettre, en faisant vers le haut, de rentrer dans le menu principal du bloc-notes et avec la touche du bas, permettre de rentrer dans le menu de l'application. Les touches droite et gauche permettent de faire avancer l'afficheur et reculer l'afficheur, comme la même fonction en fait que sur les curseurs routiers. Donc, comme je vous expliquais, notre but était d'avoir quelque chose qui soit le plus facile de prise en main pour tout le monde. On a dans les paramètres la possibilité d'inverser ces 2 pavés, c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir les fonctions du pavé de droite à gauche et vice-versa. Donc, quelqu'un qui pourrait ou qui voudrait utiliser sa main gauche pour utiliser ses flèches et lire avec sa main droite va pouvoir le faire sans problème et vice-versa. On peut lire avec la main gauche et utiliser sa main droite pour faire la touche de fonction. Autre chose, au niveau du paramétrage, les curseurs routines à 2 positions sont entièrement paramétrables. Il est possible de choisir ce que l'on veut faire sur le premier clic, sur le deuxième. On a la possibilité aussi de paramétrer l'appui sur 2 curseurs routines qui se suivent de manière un clic léger ou un clic lourd, hein, donc toujours ce fameux appui première position ou deuxième position.
Donc, vraiment, un appareil qui est entièrement paramétrable et qui permettra très facilement d'être pris en main partout. Au niveau des fonctionnalités internes, on a aussi une calculatrice scientifique, donc la possibilité de faire des calculs un peu plus évolués, donc avec des racines carrées, des racines cubiques, tout ce que l'on peut écrire en braille. En fait, l'idée, c'est tout ce que l'on peut écrire en braille mathématique est calculable à partir du moment où la formule qui a été saisie est résolvable. J'ai oublié une petite chose, le type de document que l'on peut lire. Effectivement, sur le Binote, on a des nouvelles nouveautés par rapport à nos anciens produits. Donc, aujourd'hui, on est capable d'ouvrir des documents au format DocX, ODT, EPUB, PDF, BRL, TXT et RTF. Les fichiers sont sauvegardés en TXT. On a la possibilité de faire une lecture en braille 6 points, en braille 8 points ou en braille abrégé. La possibilité d'avoir l'abrégé aussi dans les menus. Donc ça, c'est un choix. Je peux avoir mes menus en abrégé, en braille 6, en braille 8, et le contenu de mon document en braille 6, en braille 8 ou en abrégé. On a mis aussi une fonctionnalité qui est très intéressante pour le transfert des fichiers. C'est la possibilité de transférer les fichiers via le Bluetooth, donc ce qui permet un gain de temps pour le transfert de ces fichiers, et surtout ce qui permet pour l'instant de transférer les fichiers depuis un ordinateur PC, mais aussi depuis n'importe quel produit Android, un smartphone ou tablette. Pour les produits iOS, on est en train de travailler avec Apple sur le sujet, et on aura certainement quelque chose lors d'une prochaine mise à jour de iOS. Le Binote est un produit dernière génération, donc intègre des batteries dernière génération qui permettent une charge rapide et surtout une récupération d'une partie de la charge très rapidement. C'est-à-dire qu'en une demi-heure de charge, on récupère plus de 4 heures d'autonomie, sachant que le produit a une vingtaine d'heures d'autonomie. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Martial, pour cette présentation. Et donc, je vais maintenant donner la parole à nos amis d'Inside Vision. Bonjour tout le monde. Merci à la Fédération de nous accueillir pour cette journée. Nous, Inside Vision, on est le dernier venu dans le monde du braille. On existe maintenant depuis 2014. On est une société francilienne située à Grigny, dans l'Essonne, pour ceux qui connaissent. Le but de Inside Vision, ça a été de développer une tablette braille. Donc, on a créé la première tablette braille PC avec un afficheur braille qui s'appelle Inside One. Donc, sur l'Inside One, on va pouvoir trouver, comme sur les autres bloc-notes que sont le Braille Note Touch, le Polaris 6 ou l'EasyTime, on va retrouver un afficheur braille de 32 caractères. Donc, on va vous le présenter physiquement. Donc, l'Inside One, c'est une tablette de 32 caractères sur laquelle on va trouver un afficheur braille de 32 caractères, un écran de 10 pouces pour les voyants. Et sur cet écran de 10 pouces, on a creusé en fait l'empreinte d'un clavier braille pour l'écriture, 2 zones de fonction autour de l'écran. Dans ces zones de fonction, on va retrouver des fonctionnalités telles que les flèches, flèche haut, flèche bas, le fait de pouvoir faire entrer. Au-dessus de l'afficheur braille, on a une ligne qui est creusée. Ça va nous permettre de reprendre l'action des curseurs routines, l'action de l'avance en lecture braille, du recul en lecture braille, et aussi toute une gestuelle dédiée, par exemple pour aller dans les menus, le menu contextuel, pour faire échappement, tabulation. Donc, on va trouver tout un tas de choses de cet acabit au niveau des creux. On va avoir une tablette qui fonctionne en fait sous Windows 10. Donc, on est sur un ordinateur. Et on a 2 aspects dans la tablette, à savoir, on a un logiciel qui s'appelle Home, qui est celui que vous voyez à l'écran. Home, c'est un logiciel qui est dédié, qui a été simplifié, donc qui n'est pas aussi puissant que ce qu'on trouve sous Windows, mais qui permet de faire des choses beaucoup plus simplement. On va notamment trouver un éditeur de texte qui va savoir gérer les formats DocX, Doc, PDF, ODT, RTF, TXT. Donc, on va pouvoir faire des fichiers, les transmettre simplement sur une clé USB. Et puis, la personne qui est voyante, qui ne connaît pas le braille, va pouvoir regarder simplement l'écran et comprendre ce que fait la personne aveugle. On va retrouver en deuxième aspect dans la tablette un Windows classique, donc un Windows 10, qui va pouvoir être utilisé soit avec NVDA, soit avec JAWS. Avec notre clavier braille, on va pouvoir émuler tout ce qu'on fait à partir d'un clavier AZERTY. Donc, ça va être évidemment l'écriture, ça va être aussi les touches de fonctionnalité comme échappement, F1, F12,
tabulation, etc. Donc, en choisissant soit NVDA, soit JAWS, on peut paramétrer la tablette pour que, par exemple, pour un jeune élève, il n'ait accès qu'à Home et qu'il ne puisse pas déborder dans Windows, ou qu'un utilisateur plus avancé choisisse de travailler avec NVDA et ne voit pas Home, ou avec JAWS. Et on peut bien sûr passer de l'un à l'autre. Pour ça, on a fait un petit programme qui s'appelle Control, qui permet de façon guidée, en braille et en synthèse, de choisir le lecteur d'écran qu'on va pouvoir utiliser. Dans Home, on va retrouver aussi une calculatrice simple, un explorateur de fichiers. Donc, le fait qu'on ait un afficheur braille et le fait qu'on ait un écran, ça fait que l'Inside One est un appareil inclusif, un vrai appareil inclusif, parce qu'on a vraiment l'aspect brailliste et synthèse vocale et l'aspect voyant pour les gens qui ne connaissent pas le braille. Dans la nouveauté, on va avoir dans Home une nouvelle application qui va être un lecteur de livres. Voilà. On va bientôt avoir un reader qui va permettre de lire des livres au format EPUB, au format DAISY, au format BRF et autres formats dans lesquels on trouve les livres. Et sinon, on a aussi fait une nouvelle version logicielle qu'on appelle version 3, qui, elle, est disponible depuis le second semestre, le début du second semestre 2021. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette version 3? En fait, on a principalement optimisé l'utilisation de la tablette, à savoir qu'on a réussi à diviser par 2 et même un peu au-delà le temps machine qui est utilisé par le logiciel Core. Core étant le logiciel qui centralise la dalle tactile, l'afficheur braille et Windows. Donc, c'est vraiment notre cœur de savoir-faire. Et là, on a gagné beaucoup de vitesse pour les utilisateurs. Ça rend l'appareil beaucoup plus fluide, que ce soit du côté Home ou avec les lecteurs d'écran. Donc là, on a un gros gain. On a aussi, avec Freedom Scientific, on a signé un nouveau driver, donc avec des nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées dans toutes les versions de JAWS depuis 2018. Et donc là, on est compatible avec la version 2022, évidemment, et on va retrouver une utilisation fluide en tablette. Ce qui est intéressant aussi dans la tablette, dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on peut utiliser soit notre clavier braille, soit un clavier visuel, c'est-à-dire que le clavier visuel de Windows peut être affiché à l'écran de façon à ce qu'un voyant utilise la tablette, se serve de notre tablette comme d'une tablette ordinaire. On peut servir de son doigt pour aller cliquer à des endroits, ouvrir des menus contextuels, saisir sur le clavier virtuel. Mais évidemment, on peut faire tout ça aussi quand on est en clavier braille, gérer tout son clavier AZERTY. Et ce qu'on a amené là-dessus, au niveau du clavier AZERTY, ce sont des gestions plus pratiques des raccourcis. C'est-à-dire qu'un raccourci clavier en braille, typiquement, on doit toujours faire, par exemple, pour fermer une application, on va faire Alt et F4. Ça veut dire 2 appuis de touche. La première combinaison Alt, la seconde F4. Nous, là, on a un peu optimisé tout ça et on a rassemblé des raccourcis clavier en une seule commande. Par exemple, pour quitter une application, plutôt que de faire Alt F4, on va pouvoir faire Q, la lettre Q pour quitter, et les 2 barres d'espace ensemble, et on va réaliser cette action assez rapidement. De la même façon, ce principe-là, on l'a dupliqué sur tout un tas de commandes qui sont les plus utilisées dans Windows. Par exemple, pour tout ce qui concerne un copier, coller, couper, on va prendre les lettres de raccourci qu'on connaît tous, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X. Là, on va simplement, pour copier, utiliser la lettre C en braille et rajouter les 2 barres d'espace. Pareil pour couper, pareil pour coller. On va pouvoir lancer un explorateur de fichiers aussi par le biais de la lettre E. Normalement, c'est Windows E. Là, on va pouvoir faire E, 9 et 0. On peut demander l'état de la batterie par une seule commande plutôt que de faire insertion B. Voilà, on a tout un tas de choses comme ça qui ont été implémentées. Et en fait, on retrouve un peu ce qu'a fait l'add-on dans NVDA. Il y a un add-on qui s'appelle Braille Extender. En fait, on va retrouver principalement toutes les fonctions qui sont gérées par cet add-on. On est encore en train d'en développer de nouvelles, donc ça va arriver, il y a encore des évolutions à venir. Donc ça va arriver bientôt. On a aussi développé un clavier HID. Le clavier HID, c'est ce qui va nous permettre de gérer la dalle tactile, même si on n'a pas de lecteur d'écran. C'est-à-dire qu'au gré de l'utilisation, on peut avoir un lecteur d'écran qui plante, par exemple. NVDA qui plante, JAWS qui plante. Notre clavier, il est en parallèle du lecteur d'écran. Donc, si NVDA plante, a priori, je n'ai plus de clavier. En fait, on peut appeler un clavier HID qui va me redonner un clavier tactile. Et de fait, je vais pouvoir, pour le coup en aveugle, parce que je n'ai plus de lecteur d'écran,
mais je vais pouvoir relancer NVDA, relancer JAWS de façon très fluide et surtout de façon très accessible sans être bloqué. Une autre nouveauté qui n'est pas logicielle, c'est au niveau de la confiance qu'on met dans notre appareil. L'Inside One était garanti 2 ans et on vient de passer la garantie à 3 années, garantie totale sur tout l'appareil. Et on a aussi jusqu'à la fin de l'année, pour les gens qui pourraient être intéressés, une promotion qui garantit l'appareil 4 ans. Voilà, donc ça, ce sont les nouveautés de l'Inside One, de la version 3. Et nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a voulu rendre accessible un appareil qui n'est géré que par le toucher. Le toucher, c'est le sens premier des personnes non-voyantes. Et toucher sans voir, c'est totalement possible. Et d'ailleurs, le toucher sans voir, c'est un concept qu'on développe dans d'autres aspects. Et c'est le concept dont va vous parler Damien, le concept du toucher sans voir. Alors, bonjour à vous tous, bonjour Fernando. Donc, je ne m'éloigne pas de la session, mais juste je transgresse un tout petit peu pour vous parler de toucher sans voir. Donc, du fait des brevets qu'on a déposés par rapport à l'Inside One pour donner un accès à une personne aveugle sur une surface plane et donc d'avoir accès à l'ensemble de l'environnement Windows, on est actuellement en train de transposer ces technologies pour la poser sur tout ce qui est borne tactile, borne d'accès. Aujourd'hui, partout où vous allez dans les administrations ou autres, vous avez une borne d'accès, que ce soit à l'hôpital, bibliothèque, et c'est un frein pour les personnes aveugles et toute personne handicapée ayant des problèmes avec le tactile. Donc, on est en train de développer une borne type qu'on espère pouvoir vous faire tester dans le courant de l'année 2022 pour vous montrer que n'importe quelle borne devient accessible aux personnes aveugles ou aux personnes ayant des handicaps autres ou différents, que ce soit intellectuel ou physique. Avec cette même technologie, on est en train de développer des différents process permettant aussi d'avoir accès avec ces technologies toujours de toucher sans voir à tout ce qui est électroménager. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui arriver, les machines à café, les frigos, les fours, les machines à laver, les plaques à induction. Donc, il y a beaucoup de difficultés actuellement pour les personnes en déficience visuelle pour avoir accès à l'ensemble de ces nouveaux produits. Et donc, on est en train de transposer notre technologie pour qu'elle soit accessible dans ces différentes formes d'électroménager qui arrivent. Merci en tout cas. Alors merci, et c'était parfait, ça donnait un peu de perspective et ça reste tout à fait dans le sujet du braille puisque c'est parti de là pour aller peut-être se déployer sur d'autres technologies. Je vous en remercie, messieurs. Le dernier intervenant, eh bien, c'est maintenant Access Solutions. Bonjour à tous. Bonjour à tous. David Damota et Fanny donc, qui est avec moi aujourd'hui pour l'aspect lien éventuellement. Effectivement, Helptech, Handitech, effectivement, historiquement, donc, la société se nommait donc Handitech, dont les anciens produits que tout le monde connaît, type Braille Windows, Modular, ce genre de produits. Et pour des raisons de pratique, ils ont renommé le nom de la société en Helptech, car en Allemagne, il y avait des quiproquos entre Handitech, qui est donc aussi connu comme étant une association à ce niveau-là. Donc maintenant, voilà, ce sont des produits Handitech et le fabricant donc, se nomme Helptech. Donc le dernier en date des produits donc, de chez Helptech, c'est donc l'Active Braille 2021, qui est donc un afficheur Braille de 40 caractères, donc avec un clavier qui cette fois-ci est à fleur de coque et qui est donc relativement silencieux. Ils ont prévu donc de part et d'autre du clavier Braille sur la partie haute, au-dessus des cellules Braille, une barre d'espacement pour les personnes qui ont des mains petites, des petites mains. Vous avez donc les 40 cellules avec les touches triple action, donc les cellules concaves qui sont spécifiques aux produits Handitech. Et ils ont rajouté sur la face avant donc de part et d'autre des 2 barres d'espacement qu'on pouvait trouver sur l'ancienne Active Braille, un joystick qui permet donc de faire les flèches directionnelles au bas, gauche, droite et OK. L'appareil est doté donc d'une mémoire de masse de 64 gigas et donc de Bluetooth, d'USB-C, donc d'une batterie qui donne donc une quarantaine d'heures en lecture et aussi donc mis à part la partie bloc-notes, comme on peut le trouver sur pas mal des produits de la gamme de chez Handitech. Donc il y a un éditeur avec bien sûr toutes les fonctions d'édition, copier, couper, coller, marqueur. Le fait de pouvoir basculer, contrairement à d'autres produits, d'un fichier à l'autre d'ailleurs, qui permet donc de pouvoir copier-coller du texte d'un fichier à l'autre. Donc la partie bloc-notes qui couvre bien ces fonctionnalités. Ensuite donc une petite calculatrice, un agenda, une liste de rendez-vous, après un chronomètre, un timer
etc. Ce qui fait un peu la particularité un petit peu de Handitech, mis à part toutes les fonctionnalités, on va dire, de bloc-notes et les petits outils qui sont fournis, c'est donc l'ATC, qui, je pense, n'est pas assez connu. Donc, c'est la détection en fait de la lecture en braille des textes. C'est-à-dire que ça détecte automatiquement la position des doigts sur les cellules et dès que l'usager, le lecteur, arrive en bout de plage, ça permet automatiquement de défiler dans le texte et donc de ne pas être, tu vas pas être obligé d'appuyer, malgré que les touches soient assez ergonomiques en bout de plage braille, mais ça permet vraiment de changer de plage en plage au fur et à mesure de la lecture. Donc c'est vraiment l'un des points forts du produit, vraiment pour les gens qui aiment beaucoup lire, avec vraiment une position de la main avec les cellules concaves qui est vraiment très ergonomique pour des gens qui lisent vraiment beaucoup. Donc après, bien sûr, bon, après il y a des petites fonctionnalités comme musique braille, un petit jeu de pendu, etc. Après, ce sont vraiment les fonctionnalités classiques de l'Active Braille 2021. Après, ces fonctionnalités-là, bien sûr, chez Helptech, on les retrouve donc sur l'Actilino, qui est donc le petit frère de cette cellule. Et ensuite, on retrouve aussi les mêmes fonctionnalités sur, on va dire, entre guillemets, le grand frère, Azerty, qui est donc l'Active Braille, l'Active Star, pardon, qui lui est aussi en 40 caractères, mais avec un clavier donc Azerty, pour les personnes qui souhaitent vraiment taper au clavier standard. Voilà, donc ça valait le coup quand même d'en parler, parce que c'est quand même un nouveau modèle. Bon, le bleu, d'ailleurs, les produits d'Handitech sont souvent bleus. Donc là, en l'occurrence, ils ont fait un nouveau coloris qui est silver. Donc voilà, il y a 2 coloris possibles sur ce nouvel Active Braille. Voilà tout ce que je peux vous dire sur le Active Braille de chez Helptech. Merci beaucoup, David, et merci, Fanny. Voilà, on le voit après l'étude qui était présentée par Nathalie et Anne en début de session. On voit que dans le domaine du braille, on innove. On a de nouveaux bloc-notes avec de nouvelles fonctionnalités. Il y en a pour un peu tous les goûts. Et puis, on voit aussi que ce qui vous rassemble, messieurs, c'est que cette présentation était, ma foi, très masculine, mis à part la touche bien agréable de Fanny. Donc, on le voit, il y a quand même un certain nombre de points communs aux différents fabricants et distributeurs. Et donc, te voici, Pascal, pour peut-être du coup donner un certain nombre de commentaires, de questions. J'ai vu passer des choses. Bonjour à tout le monde. Je connais tout le monde, sauf Dominique, je crois qu'on s'était jamais rencontrés. Et je suis vraiment ravie de retrouver Maryse. Voilà, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas entendu. Vraiment longtemps. Oui, donc voilà. Bon, j'ai noté les questions au fur et à mesure. Alors, j'espère ne pas en avoir oublié parce que des fois ça fuse un peu. Donc, je vais peut-être les prendre dans l'ordre, dans l'ordre des interventions. Donc, sur le Brailleland, j'ai une question. Si j'ai bien noté ce qu'a dit Dominique, sur le Brailleland 20, on est en Bluetooth 4.2 et sur le 40 en Bluetooth 5. Est-ce que j'ai bien compris? Et pourquoi il y a cette différence de protocole, si j'ai bien compris? Oui, donc tout à fait. Donc, le BI20X est en 4.2, le BI40 est en Bluetooth 5. C'est un choix de design, c'est un choix. On veut garder le BI20 un certain coût. Le BI40 est notre produit haut de gamme, donc c'est vraiment une distinction là, qu'on a entre les deux appareils. Ceci dit, pour plusieurs fonctionnalités, les gens ne verront pas la différence, c'est-à-dire qu'en mode terminal, par exemple, les deux protocoles vont très bien faire le travail au niveau de la qualité de transfert. D'accord. Quand je l'utilise, c'est pas plus lent. Le 4.2 n'est pas vraiment plus lent. Là. Je ne sens pas la différence en mode terminal. D'accord. Et aujourd'hui, le Bluetooth 5 est utilisé plus sur les smartphones. Oh là, je vais y arriver. Sur les smartphones ou aussi sur les PC ou les Mac. C'est plutôt en mobilité que les appareils sont équipés du 5 ou pas? J'avoue que c'est un sujet que je maîtrise pas. Oui, en fait, je dirais c'est l'évolution. Donc, les appareils plus récents ont tendance à avoir plus de Bluetooth 5 que les téléphones et les PC un peu plus âgés. C'est une transition, mais ce que j'appellerais, je cherche le mot en français, mais en anglais, je dirais backward compatibility. Donc, les appareils en 5 peuvent aussi communiquer en 4.2. Donc, ça devrait être relativement transparent pour les usagers, cette transition. D'accord, donc c'est pas un critère de choix. Enfin, on ne va pas choisir son terminal sur le fait qu'on soit en Bluetooth 4 ou en Bluetooth 5. J'imagine. J'ai eu une question, quelqu'un qui utilise le Brailleland et qui visiblement l'apprécie beaucoup, mais qui regrette qu'il n'y ait pas la possibilité d'ouvrir plusieurs fichiers et de passer de l'un à l'autre, ce qu'on a vu d'ailleurs sur d'autres appareils. Est-ce que c'est une fonctionnalité que vous envisagez
d'implanter ou pas? Oui, c'est dans la liste des fonctions qu'on évalue pour des prochaines mises à jour. Donc, par exemple, d'avoir un document principal et un deuxième document où les gens vont faire l'analyse d'un texte et écrire les résultats dans un deuxième texte. Donc, c'est sur la liste des choses qu'on considère à ce moment-ci. D'accord, donc c'est une question qui va pouvoir évoluer. Lorsqu'on ouvre un document Docs ou Doc et qu'on le modifie, est-ce que vous confirmez bien qu'après, on ne peut le sauvegarder qu'au format texte, ce qui me paraît, enfin, en tout cas sur ma machine que j'utilise aujourd'hui, qui n'est pas un Brilliant, c'est déjà comme ça. J'imagine que c'est un peu comme ça pour tous les terminaux, mais là, la question m'a été posée particulièrement pour le Brilliant. Donc, tout à fait à ce moment-ci, enfin, on peut exporter, on peut sauvegarder en TXT et il y a l'export vers le fichier BRF là, qui est quelque chose qu'on veut ajouter. Pour ce qui est de sauvegarder directement en DocX, toute la présentation visuelle demandera un logiciel un peu plus complexe. Donc, à ce moment-ci, on se concentre sur l'importation à partir de DocX et la sauvegarde en TXT et ou en BRF. Mais je crois que c'est ce qui se fait un peu partout, hein, il me semble. Enfin, mais tout le monde me le confirmera, mais je crois que c'est un petit peu la tendance. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter, s'il n'existe pas déjà, un raccourci clavier permettant de passer d'un appareil connecté à un autre? Typiquement, je suis sur mon PC, je veux passer sur mon smartphone. Est-ce que ça existe? C'est prévu pour une version future aussi. D'accord, voilà, ça m'a été demandé. Et alors, j'ai eu aussi quelqu'un qui a fait une réflexion qui est pertinente, ma foi, qui dit que sur le Brilliant, pour passer dans les différents modes de lecture, comment dirais-je, abrégé, intégral, on utilise la touche, enfin le caractère Braille G avec un espace et le point 7, si j'ai bien noté. Et donc, elle disait est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'on aurait la possibilité de changer les raccourcis pour l'uniformiser avec le raccourci de VoiceOver, qui est le G avec le barre d'espace. Mais je pense que si on extrapole un peu la question, est-ce que la question, c'est pas aussi de savoir si on peut ou on pourrait peut-être plus tard paramétrer les raccourcis clavier que l'on va utiliser en fonction de ses habitudes et de ses besoins propres? C'est une bonne suggestion, disons, mais oui, on pourrait... je ne me souviens pas si c'est sur notre liste d'amélioration prévue, mais oui, c'est quelque chose qui... Si je puis même me permettre pour une fois de mettre mon petit grain de sel dans cette session de questions-réponses. Viendez. Il y a même quelque chose qui m'interpelle dans le Brilliant, qui est qu'en fait, on ne peut pas dissocier, et je reprends du coup finalement un peu ce que nous présentaient Nathalie et Anne tout à l'heure à 13h30, on ne peut pas dissocier la partie écriture de la partie lecture. C'est-à-dire que si on veut écrire en abrégé, ça sera forcément affiché en abrégé et réciproquement. Oui, on n'a pas comme voilà, c'est pas séparé pour la lecture et l'écriture parce qu'à la base, on voulait que cet appareil-là soit simple d'utilisation. Donc, quand on change le niveau de braille, ça change autant pour l'écriture que pour la lecture. Oui. Eh bien, je crois que c'était tout ce que j'avais comme questions qui sont passées. Je pense que j'ai tout retranscrit. Alors, j'en ai peut-être une petite avant de passer à nos collègues de Rebraille. Vous annonciez du coup la mise à disposition de l'audio dans une future version. Est-ce que vous avez une idée de la date? Parce que ça nous est souvent posé, notamment parce que vous avez intégré un Victor Reader Soft dedans. Et donc, la question que les gens se posent, c'est aujourd'hui, on peut lire du DaisyText, on pourrait bientôt lire du Daisy Audio, mais comme le haut-parleur n'est pas activé, on ne peut pas le faire. Est-ce que vous avez déjà une date pour le déploiement? Il est un petit peu prématuré là, pour moi de lancer une date, mais on parle de changement à relativement court terme, donc ça sera certainement en 2022. Ouais, on peut au moins dire 2022. On pourrait dire peut-être pendant les 6 premiers mois. Oui, je veux garder un certain flou, mais effectivement, le premier semestre 2022 me semble une date sur laquelle je suis assez confiant. Et du coup, la mise à jour pour les utilisateurs, c'est le haut-parleur qui n'est pas activé, il va être mis en service par la mise à jour logicielle ou ça va nécessiter un retour atelier? Non, donc c'est déjà inclus dans l'appareil au niveau matériel et mise à jour logicielle qui se fera soit par la mise à jour en ligne qui est déjà disponible ou en téléchargeant un fichier pour les gens qui n'auraient pas de connexion en ligne. Donc, l'appareil est prêt d'un point de vue matériel, il possède déjà tout ce qui est nécessaire, c'est simplement d'activer la fonctionnalité. Donc, un changement qui devrait être assez facile pour nos usagers qui vont simplement appliquer une mise à jour logicielle et profiter de ces nouvelles fonctionnalités audio. Je voulais savoir par rapport à l'audio, si ça ne servira que à la lecture de livres ou si, par exemple, le bloc-notes, les Keysoft seront aussi vocalisés.
l'ensemble de l'appareil va pouvoir être utilisé en mode audio, autant de l'audio enregistré dans un livre parlé, par exemple un livre d'Easy, ou simplement, je dirais, comme une revue d'écran, donc de vocaliser avec la synthèse l'ensemble des informations, menus, textes, etc. Donc, finalement, ce qu'on retrouve là, sur un Braille Note Touch ou ce qu'on retrouve sur vos appareils, l'ensemble de la fonctionnalité sera rendue en audio. Évidemment, choix de l'usager. C'est l'audio, la synthèse vocale. C'est deux choses. Exactement. Oui, exactement. Donc, audio enregistré pour les livres d'Easy et synthèse vocale qui va rendre l'ensemble des opérations. Évidemment, l'usager pourra décider s'il l'utilise ou pas. On sait bien qu'il y a des gens qui sont sourds-aveugles ou des gens qui veulent l'utiliser dans un contexte plus discret. Ça sera au choix de l'usager d'activer ou pas cette fonctionnalité. Écoutez, pour moi, si à moins que d'autres questions n'arrivent plus tard, mais autrement, je n'ai plus de questions sur le Brailliant. Donc, je vais passer aux questions sur le Bnote. Alors, j'ai quelques questions. À propos des connexions aux ordi, donc connexion à un ordinateur, on a dit que c'était en USB ou USB ou en Bluetooth, tout à fait. USB ou Bluetooth. Donc ça, d'accord. Donc là, c'était bon. J'avais eu une question pour préciser ça. Donc, on a dit actuellement que le transfert des fichiers se faisait en Bluetooth. Alors, il y a eu des questions sur la possibilité de transférer les fichiers soit en USB directement connectant à un ordinateur ou via une clé USB. Est-ce que tu peux nous donner des informations? Aujourd'hui, effectivement, le transfert n'est disponible qu'en Bluetooth, mais dès février, une version avec une prise USB permettant la connexion d'une clé sera disponible. D'accord, mais par contre, il n'est pas prévu que la connexion USB à un ordinateur puisse permettre de reconnaître l'appareil comme un lecteur. Alors, pas dans un premier temps. Il est possible que ça arrive par la suite, mais dans un premier temps, on aura le Bluetooth plus la clé USB. Et ça va nécessiter un retour en atelier. Alors, les nouveaux produits seront livrés comme ça. Ceux qui ont déjà été livrés nécessiteront un retour atelier qui sera pris en charge, bien sûr. D'accord. Est-ce que l'appareil est compatible avec un iPad Pro? J'imagine que oui, puisque c'est VoiceOver, mais... Alors, aujourd'hui, le iOS est en cours, en fait. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on a envoyé les appareils chez Apple et on attend la mise à jour. Dès qu'il y aura la mise à jour qui sera faite de iOS, la compatibilité sera là. Pour l'instant, le Bnote n'est pas compatible avec... Alors, avec iOS, pardon, je dis une bêtise. C'est avec macOS. C'est avec macOS qu'on n'a pas encore la compatibilité. Par contre, avec iOS, la compatibilité existe déjà. Voilà, donc avec un iPad ou un iPhone. Tout à fait. D'accord. Donc, effectivement, finalement, c'était important qu'on le précise. Et du coup, on a eu également un utilisateur de Linux qui nous signale que l'appareil n'est pas reconnu comme tel sur BRLTTY. Alors, en fait, il se fait passer pour un ESIS, tout à fait. D'accord. Donc, le Bnote est vu comme un ESIS. D'ailleurs, le nom du Bnote en tant que tel, c'est ESIS Bnote. Donc, quand il apparaît comme un ESIS. Donc, il n'y a même pas besoin de le faire passer pour un ESIS. Par défaut, il utilise exactement le même protocole. Donc, effectivement, il se fait passer pour un ESIS. Et du coup, l'ESIS, il y a comme longueur de plage, il y a 12. Il y avait 12. Alors, l'ESIS est disponible en 12, 24, 40, voilà, 64 et 80. Et du coup, il le voit comme un ESIS 12 ou comme un... Parce que moi, j'ai eu le problème avec une machine. J'ai un problème avec une machine sous un autre système. Et en fait, il reconnaît comme un 24 alors que j'ai un 20, ce qui fait que je n'ai jamais les 4 Il te manque les 4 données carrées. Voilà. Alors là, j'avoue une chose, avec BRLTTY, les tests n'ont pas été... Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas fait ces tests-là. Donc, la réponse, je ne l'ai pas. Est-ce qu'il se fait passer pour un 12 ou un 24? Est-ce qu'on perd 4 caractères ou est-ce qu'il nous en manque 8? Aujourd'hui, sur BRLTTY, je n'en sais rien. Donc, il faudrait qu'on vérifie. Donc, si Sébastien veut bien nous contacter d'ici une semaine ou deux, on pourra, j'imagine, lui donner une réponse plus précise. Dans tous les cas de figure, une modification sera faite incessamment pour que le Bnote soit bien vu comme un 20. Complètement. Du coup, Jean, avec Inside One, j'ai quelques questions. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des outils spécifiques pour le scolaire? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour les maths, pour la musique dans l'Inside One? Oui. Alors, déjà, le premier outil, c'est Home. Home, c'est très bien pour des petits qui commencent à être un bloc-notes. C'est un outil qui est vraiment dédié, qui est simplifié. Donc, ça, c'est le premier outil scolaire pour les plus jeunes. Après, pour les collégiens, on va dire qu'ils commencent plutôt à travailler sous Windows. Et là, on va avoir des solutions pour les maths
Alors, la solution pour les maths, c'est un logiciel qui s'appelle BrailleMath, qui est développé pas par nous, mais par Cessia. Donc, BrailleMath, c'est un éditeur de texte qu'on lance dans Windows comme n'importe quel éditeur, dans lequel on va écrire tout ce qui est textuel normalement. Et dès qu'on passe en braille mathématique, on va devoir rajouter les préfixes mathématiques que sont les points 6, 3, et après utiliser la syntaxe mathématique braille. Donc, on va pouvoir écrire point 6, point 3, 1, point d'exclamation, 3, guillemets vers le bas 4. Donc, ce qui, une fois retranscrit par BrailleMath, nous donnera de façon visuelle 1 plus 3 égale 4. Donc, ça, c'est un outil mathématique qui fait qu'on peut écrire des maths. Un brailliste peut écrire des maths, les transformer en un fichier PDF. Donc, on peut les échanger numériquement. Et on peut aussi les imprimer pour donner une copie imprimée à un professeur voyant. Il nous est annoncé des évolutions de BrailleMath, à savoir que ce qui manque aujourd'hui à BrailleMath, c'est le fait de détranscrire ou de transcrire des mathématiques qui sont écrites en noir pour les transcrire en mathématiques braille. Donc ça, c'est une chose qui est en cours de développement et on devrait pouvoir prendre des fichiers écrits en ODT et les retranscrire en braille mathématique. Donc, dans ce cas-là, on aura une solution mathématique qui va vraiment dans les deux sens, du brailliste vers le voyant, mais aussi du voyant vers le brailliste. Et là, ça veut dire qu'on part d'un fichier math Word écrit avec MathType ou d'un fichier en latex ODT. Plutôt Ah, ODT, d'accord. Non, ODT avec l'éditeur de mathématiques d'ODT. D'accord, ok. Donc, on c'est une bonne nouvelle, prendre ça. le même fichier, à la fois pour faire un fichier pour les voyants et pour les non-voyants. Et du coup, plus largement, ce logiciel, donc comme c'est pas un logiciel propriétaire, interne à Inside One, Oui. ça veut dire que là, ce dont tu viens de nous parler est vrai pour tous les élèves qui utilisent Windows et un bloc-notes ou une plage braille. C'est ça. D'accord. Ok. Et concernant la musique, là aussi, on fait appel à un logiciel externe qui est Braille Musical Editor, donc qui est aussi compatible sur tout PC et qui va permettre là aussi d'écrire des partitions en braille pour les transcrire en noir. Et via des outils éventuellement de numérisation, on peut numériser des partitions en noir pour les transformer en fichier MIDI, donc, ou prendre directement un fichier MIDI pour les afficher en braille musical. D'accord. Donc voilà, au niveau scolarité, on couvre le champ des besoins, sachant que quand même le plus gros des besoins, c'est la prise de notes et l'échange de documents. Ça, c'est ce qu'on constate dans les faits. Souvent, les mathématiques sont aussi faites avec les ASH qui aident les élèves. Ça aussi, c'est quand même une réalité. On a les outils pour le faire. Dans la pratique, ce n'est pas toujours le plus utilisé. Le plus utilisé, c'est la prise de notes, l'échange de documents écrits, c'est l'accès à Internet, ce sont les mails qu'on a. Donc, nous, comme on est dans Windows, on a toutes ces fonctionnalités-là. On peut ouvrir tous les formats de fichiers. On peut intégrer Word, Excel, etc. On peut avoir une palette qui est très, très complète. Et du coup, est-ce que les utilisateurs des versions précédentes de l'Inside One vont pouvoir passer sur la version 3 ? Est-ce que c'est une mise à jour logicielle ou est-ce que c'est réellement une mise à jour aussi matérielle ? Non, bonne question. C'est une mise à jour logicielle. Donc, on a évidemment, quand on a sorti la version 3, on a fait un rappel à tous nos clients existants pour leur proposer la version 3. C'est quelque chose qui est évidemment gratuit. Toutes les mises à jour depuis le début ont été proposées à tous nos utilisateurs. Donc, s'il y en a qui écoutent et qui n'ont pas encore la mise à jour, n'hésitez pas, appelez-nous. Merci Jean de toutes ces bonnes nouvelles en plus qui ont débordé de l'Inside One, parce que les informations sur les logiciels Windows, ça va pouvoir être utile pour tous. Donc, merci de ces bonnes nouvelles. David, je n'ai pas de questions spécifiques pour l'actif Braille. En revanche, moi, j'avais une question quand même au niveau du transfert des fichiers avec l'actif Braille. En fait, je crois que j'ai mal entendu. Enfin, j'ai dû avoir une coupure de connexion. Sur l'actif Braille, on peut connecter une carte ou on fait le transfert des fichiers en USB? Alors non, malheureusement, il n'y a pas le support des clés USB sur l'appareil. Par contre, on connecte en USB-C et là, la partie revue d'écran fonctionne directement. Donc, par exemple, si on est en NVDA, en JAWS ou autre, bon, en JAWS, il faut relancer, mais dire globalement, on a l'affichage Braille en même temps que le transfert de fichiers qui est possible. Alors, certes, malheureusement, il n'est pas hyper rapide par rapport à d'autres produits, mais il fonctionne.
Il n'y a pas Et ils font- besoin, voilà, il y a juste à brancher en USB-C et on peut copier-coller des documents. Après, il faut savoir aussi que la carte en fait, de mémoire est cachée en fait, à l'arrière gauche, à côté d'un port USB-A et qui n'est pas facile d'accès. C'est vraiment un choix. Normalement, on n'est pas censé retirer la carte de mémoire. On peut, si vraiment on a envie, mais c'est pas fait pour. Ok, d'accord. La question, pour le transfert des fichiers, on utilise toujours le logiciel HTCOM Non. ou non? Alors, oui, Ou oui. pas? Enfin, et non, ou- c'est mal posé. Est-ce qu'on peut utiliser directement le copier-coller comme Oui. si on était sur un lecteur externe, ou est-ce que le HTCOM est toujours... alors, le logiciel HTCOM, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel qui permet de faire les transferts en faisant éventuellement des transcriptions en abrégé dans un sens ou dans l'autre. Tu m'interromps si je me trompe, mais il me semble que c'est bien ça. Donc, du coup, est-ce qu'on fait les transferts avec HTCOM ou, ou en copiant-collant les fichiers, ou les deux? Alors, les deux sont possibles. Alors, bien évidemment, si on souhaite uniquement travailler sur du fichier texte ou copier, par exemple, des fichiers MP3, parce qu'ils ont intégré donc, un lecteur audio dans l'ActiveBraille 2021, dans ce cas-là, on peut directement copier, coller donc, sur la mémoire de stockage. Et ensuite, donc, on peut parcourir les dossiers pour aller lire les différents contenus. Si c'est des fichiers doc, des fichiers autres qu'on veut envoyer, effectivement, quand on copie-colle, il n'y a pas de conversion qui est effectuée. Donc, on est obligé dans ce cas-là d'utiliser HTCOM, par exemple pour envoyer un fichier doc. Pour qu'ensuite on puisse le Qu'on lire et puisse le modifier. lire et le modifier, Et oui, oui. tout à fait. Ceci dit, HTCOM, il permet aussi d'envoyer directement depuis Word. Enfin, il y a Oui. des choses intéressantes aussi dans ce logiciel de transfert. Oui. Surtout la partie abrégée des abrègements plus, oui. qui marche assez bien. Et aussi la possibilité donc de charger des tables braille. Pour ceux qui souhaitent, par exemple, travailler sur plusieurs langues, on peut très bien charger plusieurs profils de langue braille pour pouvoir switcher rapidement d'un braille à l'autre. Eh ben, On David en arrive malheureusement à la fin de la session. Je suis désolé, mais D'accord. je vois qu'il est déjà 15h18. Oui, alors on va s'arrêter là. Merci, on va s'arrêter merci là. à Il ne vous. me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous. Au revoir à tous. À bientôt, Maryse. Maryse, Dominique, Jean-Martial, Damien, Jean, Fanny, David. Merci encore énormément de vous être mobilisés cet après-midi. Merci. N'hésitez pas, Merci, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à rester avec nous.